Pendant près de 7 décennies, Mel Brooks et Carl Reiner ont été inséparables, liés non seulement par la comédie et l'art, mais aussi par une amitié rare et durable qui s'est installée dans les rituels tranquilles de la vieillesse. Ils ont passé d'innombrables soirées ensemble, à regarder Jeopardy, à échanger des blagues gentilles, à se remémorer leur travail et à parler des petits détails ordinaires de la vie, qui comptent davantage avec chaque année qui passe. Lorsque Carl est décédé, un profond silence s'est installé dans le monde de Mel. Pourtant, dans ce silence, un nouveau fil s'est formé. Mel s'est rapproché de Rob Reiner, le fils de Carl, et ensemble, ils ont poursuivi le rituel, préservant ces soirées banales mais sacrées, remplies de souvenirs partagés de chaleur et de rire. C'était une façon de garder Carl en vie. Puis, sans crier gare, tout a volé en éclats lorsque la nouvelle de la mort violente de Rob a été annoncée. Lorsque les caméras sont arrivées à la maison de Brentwood où Rob a été retrouvé, l'image était insoutenable. La maison autrefois isolée que Mel avait visitée si souvent était maintenant plongée dans l'obscurité dépouillée de ses rires, sa chaleur éteinte. Le silence semblait plus lourd que l'absence, comme si un siècle entier d'amitié, d'amour et d'histoire s'était effondré sur les épaules de Mel Brooks, froid et écrasant. Ce n'est qu'après un long moment ponctué de soupirs profonds et épuisés que Mel a finalement accepté de parler dans une interview avec Reuters. Ce qu'il a révélé n'était pas un récit complet, mais des fragments des morceaux d'une tragédie familiale façonnée par un amour poussé jusqu'à son point de rupture et par un choix unique, répété trop souvent, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de chemin à parcourir. Dans les jours qui ont suivi le meurtre, les titres ont inondé les journaux et les médias sociaux. Le nom de Rob Reiner était partout associé à des mots comme horreur, trahison, arrestation et effondrement. L'attention s'est rapidement portée sur son fils Nick, sur une nuit violente qui a semblé effacer des décennies d'héritage. Pourtant, Mel Brooks s'est resté silencieux, et ce silence a eu plus de poids que n'importe quelle déclaration. Car sa relation avec Rob n'avait jamais été une simple relation d'amitié. À bien des égards, Mel avait été un second père pour lui. L'amitié entre Mel et Carl Reiner a duré près de 70 ans, jusqu'à la mort de Carl en 2020, Pendant cette période, Mel a vu Rob passer du statut d'enfant bercé dans les bras de Carl à celui de cinéaste dont l'œuvre a marqué des générations. Il l'a guidé, encouragé, discuté avec lui, ri avec lui et s'est tenu à ses côtés dans ses triomphes comme dans ses échecs. Même si l'âge a ralenti leur vie, le lien a perduré. Les rituels sont restés les mêmes. Jeopardy à la télévision, des histoires racontées et redécrites, des rires qui résonnent dans des pièces chargées d'histoire. Après avoir appris la mort de Rob, Mel est resté longtemps silencieux. Puis, il a invité dans son salon un journaliste en qui il avait confiance depuis plus de 50 ans. Lorsqu'il a commencé à parler, ce n'était pas en tant que personnage public ou porte-parole. Cela ressemblait à une confession. Et ce qu'il a partagé a recadré tout ce qui s'était passé dans la maison de Brentwood. Mel n'a pas commencé par le meurtre, il a commencé par la culpabilité. Assis dans son fauteuil, les mains tremblantes d'un mélange de douleur et de colère longtemps refoulées, Mel a déclaré que beaucoup essaieraient de classer cette histoire comme une tragédie imprévisible. Un acte soudain né d'une maladie mentale ou un accident horrible que personne n'aurait pu prédire. Mais lorsqu'il a relevé la tête, ses yeux âgés, aiguisés et mouillés de larmes, sa voix est tombée dans quelque chose de brut et d'inoffensif. « Ce n'était pas un accident », a-t-il dit, marquant une pause si longue qu'il semblait que chaque mot sortait de lui. « Et ce n'était pas soudain. Nous avons assisté à ce lent effondrement pendant 10 ans. 10 ans. Et nous avons laissé faire parce que nous aimions trop Rob pour lui dire qu'il avait tort. » Les mots sont restés dans l'air lourd et accusateur, comme s'ils condamnaient non pas une personne, mais tout un cercle d'amis qui ont choisi la loyauté et le silence plutôt que l'intervention. La vérité la plus douloureuse que Mel a admise est que personne de vraiment proche de la famille n'a été choqué. Ceux qui aimaient Rob et Michelle savaient depuis des années que Nick était une bombe à retardement. Pourtant, Mel n'a pas décrit un monstre apparu du jour au lendemain. Il n'y a pas eu d'éruption soudaine du mal dans son récit. Au contraire, il a parlé de parents dont l'amour était si écrasant qu'il s'est déformé, se transformant en la force même qui les a finalement détruits. Rob n'a jamais vu Nick comme une menace, dit Mel à voix basse. Il l'a vu comme un enfant blessé qui avait besoin d'être sauvé, même quand cette blessure déchirait tous ceux qui l'entouraient. Mel se souvient très bien d'un après-midi, environ 6 mois plus tôt, où Rob est venu chez lui.
Sa posture, ses mouvements lents, même la façon dont il se portait, rappelaient douloureusement à Mel Karl dans ses dernières années l'épuisement tranquille d'un homme qui avait passé toute sa vie à porter les autres. Ce jour-là, Rob refuse de boire et de manger. Il fait les 100 pas dans le salon comme s'il était enfermé dans son propre esprit. Finalement, il s'effondre dans un fauteuil, la voix rauque et tendue. « Nick est de retour à Brentwood », dit-il en déglutissant difficilement. Cette fois, c'est différent. Ce n'est pas seulement une rechute. Il est agressif. Il dit des choses qui ne sont pas réelles. Et je dois fermer la porte de ma chambre à clé la nuit. Imaginez ça. Rob Reiner, un homme dont la carrière entière s'est construite sur la communication. La connexion et la croyance en la famille s'enfermaient loin de son propre fils. Mel dit qu'il n'oubliera jamais l'expression de Rob à ce moment-là, un mélange de peur, de honte et de sombre résolution. Un homme qui avait toujours cru que l'amour pouvait tout arranger était confronté à la réalité que son amour n'était plus suffisant pour contenir les ténèbres qui grandissaient à l'intérieur de son foyer. Il m'a regardé comme s'il s'excusait de l'avoir dit à haute voix, a murmuré Mel, comme si la peur elle-même était un défaut personnel. Mel a décrit non seulement la peur, mais aussi le sacrifice stupéfiant que Rob et Michelle ont fait. Ils ont protégé Nick de leurs amis des conséquences juridiques et même de la vérité. Ils ont enduré la rage, la manipulation et les nuits blanches, s'accrochant à l'espoir désespéré que s'ils enduraient juste un peu plus longtemps, tout changerait d'une manière ou d'une autre. « Je n'ai jamais vu un amour aussi calme et aussi destructeur », a déclaré Mel. Un amour qui rend les gens prêts à porter toute la tempête pour que leur enfant n'ait pas à l'affronter seul. Lorsque Mel a demandé à Rob pourquoi il n'avait jamais appelé la police, jamais demandé d'ordonnance restrictive, la pièce est devenue lourde de silence. Rob a baissé la tête pendant un long moment avant de répondre. « J'ai promis à Michel de ne pas l'abandonner. Il a frappé durement l'accoudoir. Si je le jette dehors, il mourra dans la rue. Si je le garde ici, j'ai peut-être encore une chance de le sauver. » Mel se souvient de ce moment avec une clarté douloureuse. Rob n'était pas naïf. Il savait que son fils était dangereux. Pourtant, il a choisi de croire que l'amour d'un père pouvait réussir là où la loi, la médecine et la raison avaient échoué. Et c'est précisément ce choix, pas un seul moment de folie, mais 10 longues années d'espoir, de peur et d'indulgence, qui les a tranquillement conduits vers une fin que personne n'a osé nommer. Rob Reiner était célèbre pour son entêtement. C'était le genre d'entêtement qui permettait de créer des chefs-d'œuvre à l'écran. Mais lorsqu'on l'appliquait à un toxicomane instable et volatile, il devenait mortel. Mel dit que cette détermination inébranlable, combinée à un amour inconditionnel, a rendu Rob aveugle à la menace qu'il abritait à l'intérieur de sa propre maison. Ce qui a choqué Mel plus encore que la violence elle-même, c'est la dévastation psychologique et financière que Rob et Michelle ont endurée au cours des dernières années. Nick ne s'est pas contenté de demander de l'argent, dit Mel, la voix tremblante, la douleur se reflétant dans ses yeux. Il l'a exigé. Il a utilisé les ressources de la famille, son influence comme des armes. Les demandes n'ont jamais cessé, qu'il s'agisse de compensations soi-disant raisonnables ou de tentatives de contrôle des projets, toutes présentées comme des moyens de compenser les souffrances de l'enfance qu'il prétendait avoir endurées. Brooks se souvient des messages que Rob lui avait montrés un jour, des lignes remplies de haine blâmant ses parents, pour tout de l'addiction de Nick à ses échecs professionnels. Pourtant, dès le lendemain, Rob achetait une voiture à son fils, payait le loyer d'un appartement ou finançait un projet. Rob pensait qu'il pouvait diriger le rétablissement de Nick comme il dirigeait un film avec des décors et des éclairages parfaits et un scénario impeccable. Mais la vie n'est pas un scénario. Mel, qui comprenait mieux que quiconque la tragédie et la comédie, sentait que la fin approchait. Il décrivit un moment lors d'une récente réunion de vacances. Une réunion intime, mais la tension remplissait la pièce. Nick était là, ses yeux n'étaient plus ceux d'un fils, mais ceux d'un prédateur, évaluant froidement sa proie. Lorsque Rob fit une blague d'autodérision, tout le monde gloussa maladroitement. Tout le monde, sauf Nick, qui regardait fixement sans sourire. Ce soir-là, Mel a pris Rob à part lui, à serrer les épaules et à insister. « Robbie, tu dois le faire sortir. Il ne te regarde pas avec amour, il te regarde avec faim. » Rob, doux et doué, a retiré son bras. Il s'est senti insulté. « Tu parles comme les critiques, a-t-il dit. Tu ne le comprends pas comme je le comprends. Il souffre. » Mel fondit en larmes en racontant cette histoire. Ses larmes tombaient pour le garçon qu'il avait vu grandir, le garçon qui s'était assis par terre pour jouer avec Karl Reiner. Maintenant, il voyait un homme incapable de faire la différence entre l'amour et l'indulgence, un homme dont l'amour inconditionnel des parents
s'était transformée en une force qui les avait détruits. Brooks avait le sentiment d'avoir échoué. Lui, le patriarche et le dernier survivant d'une génération de grands comédiens juifs, réalisait que la tâche de protéger l'héritage n'avait pas été accomplie. Dans un discret repentir, il se reprochait de ne pas avoir appelé la police plus tôt, de ne pas avoir arrêté la tragédie. Dans le silence de la pièce vide, Mel regardait la cour avant et se demandait « Un amour inconditionnel peut-il jamais vraiment sauver quelqu'un qui porte la responsabilité des blessures que nous avons ignorées pendant bien trop longtemps ?» Mais le détail qui a le plus fait retenir le souffle des auditeurs, selon Mel, n'était pas les secrets du passé, mais la nuit où le crime a finalement éclaté. La chronologie de la police était claire, heure du décès, blessures par balle, position du corps. Mais Mel savait ce qui s'était réellement passé quelques heures plus tôt parce que Rob l'avait appelé tard dans la nuit. Le téléphone sonna dans l'obscurité et Mel hésita, le cœur battant. Il faillit ne pas répondre, comme si une froide prémonition l'avertissait de l'horreur à venir. Lorsqu'il décrocha, la voix de Rob était à peine un murmure, tremblante, lourde, non plus destinée à la conversation, mais comme un adieu tacite. Rob lui dit que Nick était en train de s'effondrer, hurlant sauvagement à propos du testament, exigeant que tout lui soit laissé. Les biens, le contrôle sur les projets de la famille, tout. Les objets du salon, les tableaux et les antiquités qui avaient fait la fierté de Rob et Michel étaient maintenant brisés sans pitié. Des briques, des bouteilles et des tessons s'éparpillaient sur le sol. Il n'arrête pas de dire que je dois tout avoir, que tout doit être à moi, que le reste n'a pas de sens, a chuchoté Rob au téléphone, la voix presque désespérée. Mel lui a immédiatement dit « Quitte la maison, monte dans la voiture. Robbie, viens ici tout de suite », mais la réponse de Rob a fait froid dans le dos à tous ceux qui l'ont entendu. « Je ne peux pas laisser Michel derrière moi. Elle est dans la pièce avec lui. Elle essaye de le calmer. Si je pars, il va se défouler sur elle. » Rob a choisi de rester malgré le danger, conscient de l'instabilité et de la rage de Nick, mais incapable d'abandonner sa femme face au monstre qu'ils avaient élevé ensemble. Rob est ensuite revenu dans la pièce, se tenant au milieu du chaos et des cris protégeant Michel de la fureur de leur fils. C'est la dernière fois que Mel a entendu la voix de Rob. La respiration lourde au téléphone, le bruit du verre qui se brise et les cris dérangés de Nick se sont gravés dans sa mémoire comme un glas pour tout ce qu'il y avait de bon dans la famille Rainer. Mel a souligné que Nick n'était pas simplement une force du chaos pur, mais le produit d'une ombre énorme, l'ombre de Carl, l'ombre de Rob, l'ombre de 2 générations de légendes. Ce fardeau était trop lourd pour une âme qui n'était pas encore complètement formée. Nick avait du talent et une voix, mais il voulait des louanges sans travail. Lorsque l'industrie a refusé de s'incliner devant lui, il a blâmé l'ombre de son père, blâmant Rob, pour un succès qui dans son esprit lui a volé sa joie et ses opportunités. Mel compare cet effondrement psychologique à un lent pourrissement. De l'extérieur, Brentwood restait parfait, pelouse bien taillée, décoration de Noël soigneusement disposée. Mais à l'intérieur, la pourriture avait rongé les fondations, s'infiltrant dans chaque recoin de la famille. Mel sentait la colère et la frustration dans le silence des pièces où tout semblait impeccable, mais où en réalité tout s'écroulait. Il a également exprimé sa colère contre le système qui entourait la famille. Les thérapeutes, les médecins et les conseillers grassement payés, au lieu de tirer la sonnette d'alarme, ont minimisé le danger. Ils ont dit à Rob que l'amour vache était dépassé, qu'il fallait une acceptation radicale. Mel les a qualifiés de complices parce qu'ils ont pris l'argent de Rob pour dire ce qu'il voulait entendre, que son fils était simplement malade, pas dangereux. Ils ont donné des noms cliniques à des tendances homicides, mais n'ont jamais dit que cela équivalait à une condamnation à mort. C'est la raison pour laquelle Mel a décidé de parler. Il ne se souciait pas du procès car il savait que ce n'était qu'une formalité. Les preuves étaient accablantes. Ce qui lui importait, c'était la vérité sur la vie de son ami. Il ne voulait pas que l'on se souvienne de Rob comme de la victime d'un acte de violence commis au hasard. Il voulait que le monde sache que Rob s'était sacrifié pour être le père dont son fils avait besoin jusqu'au moment où le couteau l'a frappé. L'histoire racontée par Mel oblige les gens à se confronter aux limites de l'amour parental. Nous disons souvent « je mourrai pour mes enfants ». Rob Reiner a testé ce sentiment jusqu'à sa limite absolue. La tragédie selon Mel, c'est que la mort de Rob n'a pas sauvé son fils. Elle n'a fait que sceller son destin. À la fin de la conversation, Mel est devenu silencieux. Il a regardé autour de la pièce remplie de souvenirs de Blazing Saddles, Frankenstein.
et de photographies de sa défunte femme, Anne Bancroft. Il semblait être un homme enfermé dans ses souvenirs, son regard était distant. Il a dit que le plus dur n'était plus la colère, mais le silence des non-dits, de la douleur, dont il avait été le témoin pendant de nombreuses années. Le téléphone ne sonnait plus, les dîners du dimanche n'existaient plus, son lien avec Carl avait été rompu. « Je suis le dernier », a murmuré Mel, la voix lourde, « et je dois vivre avec la vérité que je savais que cela allait arriver. » Il a parlé de l'organisation des funérailles qui restait être privée et de la déclaration qu'il prévoyait d'y lire. Pas de blague, seulement la vérité. La même vérité qu'il avait partagée avec le journaliste. Mel voulait que toute l'industrie l'entende. Il voulait que les pères célèbres, les mères riches et les gens d'Hollywood, qui élèvent leurs propres enfants, regardent de plus près et arrêtent de se mentir à eux-mêmes. Il voulait que la mort de Rob devienne un réveil brutal. On ne peut pas utiliser l'amour pour effacer la violence à l'intérieur de quelqu'un. Toute sa vie, Mel Brooks s'est attaché à dénoncer les absurdités du monde. Il nous a fait rire d'Hitler, s'est moqué du racisme et a même ridiculisé la mort. Mais maintenant, il n'y avait plus rien à satiriser, il ne restait qu'une réalité froide et impitoyable, une famille détruite de l'intérieur, une tragédie que la comédie ne pouvait pas expliquer. Alors que le journaliste s'apprête à partir, Mel lui saisit le bras, la voix grave. Il y a une dernière chose qu'il veut dire, comme pour tout clarifier ou pour mettre en garde les autres. Il parle des complices, ceux qui se sont accrochés à Nick, ceux qui ont nourri ses illusions, vécu somptueusement avec l'argent de Rob et attisé le ressentiment en lui. Nick n'a été que celui qui s'est fait prendre, dit Mel, mais beaucoup de gens ont aiguisé le couteau. Ce n'était pas Mel Brooks qui jouait, c'était un témoin, quelqu'un qui avait vu de ses propres yeux l'effondrement d'une famille. Son témoignage était brutal. Il enlevait la façade brillante de l'héritage Reiner et exposait le douloureux coup humain qui se cachait derrière. Mel soulignait que derrière les grilles de Brentwood, derrière les prix et les acclamations, il n'y avait que des gens ordinaires, des gens qui faisaient des erreurs, qui aimaient aveuglément et qui enduraient des souffrances. Lorsque le procès aura lieu en janvier et que Nick Reiner sera assis dans son uniforme de prison orange, ne voyez pas seulement un gros titre. Souvenez-vous de Mel, âgé de 98 ans, assis sur une chaise pleurant le garçon qu'il a tenu sur ses genoux et l'ami proche qu'il n'a pas pu sauver. La vérité est rarement aussi simple qu'un rapport de police. C'est une histoire de petits choix d'avertissement ignorés et de portes laissées ouvertes parce que vous ne pouvez pas supporter de les fermer sur votre propre sang. Le silence de Mel a été brisé et son écho restera longtemps présent, rappelant que même ceux qui écrivent les fins les plus heureuses doivent parfois endurer les fins les plus sombres. Mel Brooks a maintenant atteint l'âge de 99 ans, un âge auquel la plupart des gens ne pensent qu'au repos et à la réflexion. Mais pour lui, près d'un siècle de vie n'a pas seulement signifié être témoin des hauts et des bas du monde. Il a aussi été un voyage défini par l'amitié, par des liens qui ne peuvent être rompus. Et maintenant, en ce moment, dans le calme tranquille de la vieillesse, il est temps d'honorer ce lien. Une amitié à la fois profonde et presque magique qui l'a accompagné tout au long de sa vie. Tout a commencé à prendre forme au milieu des années 1950, lorsque l'amitié entre Mel Brooks et Carl Reiner s'est révélée être bien plus qu'une relation professionnelle. Elle est devenue un lien profond qui a duré presque toute une vie. À l'époque, les deux hommes travaillaient sur l'émission comique télévisée Your Show of Shows. Brooks, avec sa créativité débordante et son instinct comique inné, a rapidement attiré l'attention de Reiner, tandis que la sensibilité aiguisée de Reiner en matière d'interprétation a fait comprendre à Brooks qu'il venait de trouver un collègue qui fonctionnait sur la même longueur d'onde que lui. Dès leur première conversation, Reiner a dit à Brooks « Je pense que nous allons faire de grandes choses ensemble ». Et cette remarque s'est avérée être non seulement une prédiction, mais aussi la promesse d'une amitié qui allait durer près de 7 décennies. Dès le début, ils se sont liés par de simples plaisanteries, l'humour des coulisses et le sentiment d'être deux compagnons naviguant dans un monde où le rire était leur langage commun. Leur amitié s'est épanouie de la manière la plus puissante lorsqu'ils ont créé The 2000-Year-Old Man, un projet qui n'était au départ qu'une simple plaisanterie entre deux amis. Brooks incarnait le personnage antique qui avait traversé 2 millénaires, tandis que Reiner jouait le rôle de l'intervieweur posant des questions qui permettaient à Brooks de donner des réponses à la fois surprenantes et hilarantes. Ces conversations apparemment simples se sont transformées en albums, en spectacles à guichets fermés et en un symbole durable de la comédie américaine.
La preuve qu'une véritable amitié peut naître d'une compréhension professionnelle et de la joie de faire rire les gens ensemble. Au cours de la dernière décennie de la vie de Reiner, les deux hommes ont formé un rituel aussi beau qu'émouvant. Presque tous les soirs, Mel Brooks se rendait en voiture chez Carl Reiner à Beverly Hills pour dîner ensemble. Ils regardaient Jeopardy se disputer sur les réponses, puis passaient à la projection de films, souvent des films d'action bon marché, ou même leurs propres anciennes œuvres. Brooks a plaisanté un jour dans une interview « J'y vais pour l'amitié et l'amour et surtout pour la nourriture gratuite ». Mais sous l'humour se cachait une vérité plus profonde à quel point ils avaient besoin l'un de l'autre. Les conversations, les rires et la simple présence de leur ami le plus proche. Cette proximité a perduré pendant des décennies, prouvant que l'amitié ne se mesure pas seulement dans le temps, mais dans les moments tranquilles et quotidiens partagés. Dans une interview, Reiner a déclaré en riant « Nous ne pouvons pas vivre sans ces dîners ». Et Brooks a ajouté avec humour mais sincérité que c'était précisément ces petits rituels qui les avaient maintenus ensemble pendant plus de 60 ans. Dans leurs carrières respectives, les deux hommes ont connu des succès extraordinaires, mais leur amitié est restée une base solide. Ils ont assisté ensemble à des événements, joué dans des films, partagé des expériences et se sont soutenus l'un l'autre dans les moments difficiles. Plus important encore, leur relation ne s'est pas construite uniquement sur le travail, mais sur une façon de penser commune, une harmonie émotionnelle et une compréhension profonde de la vie elle-même. Malgré leur réussite personnelle, ils se parlaient toujours avec respect et une affection simple. « Sans Carl, je ne serais jamais ce que je suis aujourd'hui », a dit un jour Brooks. La profondeur de leur lien a suscité l'admiration de beaucoup. Reiner voyait en Brooks une source d'inspiration inépuisable, tandis que Brooks parlait de Reiner comme de son phare qui le guide. Ils pouvaient partager n'importe quel secret sans craindre d'être trahis, et leurs familles se sont entremêlées. Le fils de Karl Rob Reiner considérait Mel comme un véritable oncle. Leur amitié n'était jamais bruyante ou ostentatoire. Elle était discrète, sincère, ancrée dans le respect absolu et la joie d'être simplement ensemble. Karl Reiner est décédé en juin 2020 à l'âge de 98, laissant un vide immense dans le cœur de Brooks. La douleur n'était pas seulement la perte d'un ami de toujours, mais aussi la perte d'un compagnon dans les petits rituels quotidiens qu'ils partageaient. Brooks a admis que même les activités les plus simples, regarder la télévision ou parler, se sentaient vides sans Reiner à ses côtés. Il a appelé Reiner le meilleur ami qu'une personne puisse jamais avoir, et a avoué que sa nostalgie pour son ami était au-delà de toute expression. Après la mort de Reiner, Brooks a continué à se rendre chez son ami à mettre la table et à s'asseoir devant la télévision comme si Reiner était toujours là préservant leur rituel familier comme une manière d'honorer leur amitié. Ces soirées ne résonnaient plus de rire, mais elles restaient remplies de souvenirs vivaces de leur compagnonnage durable. Chaque petit détail de l'endroit où ils s'asseyaient aux vieilles histoires qu'ils partageaient est devenu le symbole d'une amitié qui a transcendé le temps riche d'émotions et de sens. Mel Brooks a aujourd'hui 99 ans. Il est né le 28 juin 1926 et il est toujours en vie, dernière légende survivante de l'âge d'or de la comédie américaine. Il a laissé une marque indélébile sur le cinéma, le théâtre et la culture populaire pendant plus de 7 décennies. Malgré son âge avancé, il reste actif sur le plan créatif, notamment en produisant et en prêtant sa voix à Spaceball, 2, dont la sortie est prévue dans 2027, ce qui témoigne du fait que son esprit créatif reste fort, même s'il se tient délicatement à la lisière du temps. Bien que les détails spécifiques concernant sa santé n'aient pas été largement divulgués, des sources indiquent qu'il reste mentalement vif et créativement engagé, maintenant une routine de travail quotidienne qui comprend l'écriture, la révision et la pensée comme un artiste qui ne veut pas être contraint par le temps. Un post récent décrit comment il commence chaque jour par des promenades autour de sa maison pour garder son corps souple, avant de continuer à écrire comme si chaque pensée et chaque respiration faisaient partie d'un héritage qui refuse de s'interrompre. Ces dernières années, Brooks a principalement vécu à Los Angeles ou dans les environs de la Californie, où il a accès à une communauté artistique et à une famille proche, ainsi qu'aux ressources de soutien nécessaires à un âge avancé. Après avoir perdu Karl, il a été si profondément affecté que les activités quotidiennes autrefois remplies de rire sont devenues vides. Et maintenant, après avoir perdu Rob d'une manière aussi tragique de nombreux observateurs,
pense que la solitude à laquelle il est confronté s'est encore aggravée. Aujourd'hui, la vie de Brooks peut sembler plus calme, mais elle est loin d'être vide. Elle est composée de fragments de mémoire éparpillés entre création et perte de rire, rappelés et de tristesse silencieuse pour ceux qu'il a aimés et côtoyés tout au long de sa vie. Il continue à vivre à travers l'héritage, les rires et la mémoire, mais aussi à travers la profonde solitude de quelqu'un qui a vu le temps s'emparer des vies les plus proches de son cœur. Enfin, Mel Brooks s'est rarement exprimé sur la tragédie de la famille Reiner. La voix lourde de chagrin, il a décrit la nouvelle de l'assassinat de Rob et Michelle dans la maison même où ils accueillaient leurs amis comme un coup dévastateur au cœur de quiconque les a jamais appelés amis. Brooks s'est souvenu des dîners et des moments de rire insouciants lorsqu'il se rendait chez Rob pour dénouer les fils qui avaient lié sa vie à cette famille et qui ont maintenant été rompus de manière irrémédiable. Le nom de Nick, l'homme accusé d'avoir tué ses parents, n'est pas seulement un titre douloureux. C'est une tragédie pour toute une génération et pour une communauté artistique encore sous le choc de l'énormité de cette perte. La solitude de Mel Brooks n'est pas seulement l'absence de compagnons, mais le vide d'un monde comique qui vient de perdre deux âmes brillantes. Si, comme des millions d'amateurs d'art, vous avez le cœur brisé par cette nouvelle, laissez un commentaire. Que pensez-vous de la tragédie de la famille Reiner? Quelles questions vous posez-vous sur la suite des événements? Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre d'autres histoires émouvantes, des souvenirs et des réflexions sur des légendes comme Mel Brooks dans les temps à venir.